Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, le diaporama, je vous promets, je vous le ferai, vous pourrez le télécharger. On va aller vite pour garder les principaux messages. En fait, il y a 5 questions, donc il y aura 5 messages à peu près à conserver. Voilà, bon, d'abord, le PIMS, on en a beaucoup parlé, hein. Donc, la question, on ne va pas faire le jeu parce que c'est un peu long. Donc, voilà, il y a 3 signes qui doivent vous faire... Vous êtes en cabinet, vous voyez arriver un enfant, il y a 3 signes qui doivent vous dire « Oh là là, est-ce que c'est pas un PIMS ?» Vous voyez, fièvre, injection, enfin... Tous les signes que vous avez donc lus là, en fait, c'est 3 signes qui sont importants. C'est fièvre, bien sûr. La deuxième question, ça sera aussi « Qu'est-ce que vous faites ?» Est-ce que vous faites un bilan ? Est-ce que vous faites une hospitalisation si la CRP rentre positive ? Ou est-ce que vous l'hospitalisez sans attendre ou sans faire le bilan ? Voilà, donc ça, c'est les 2 questions qu'il faut vous poser quand vous voyez un PIMS arriver. Donc, c'est hospitalisation avant les résultats du bilan. Et en fait, les réponses à celles d'avant, voilà, c'était ça, j'ai appuyé trop fort. C'est une fièvre élevée chez un enfant qui ne tolère pas très bien, avec des signes digestifs, quels que soient les autres signes qui soient absents ou pas, même si vous n'avez pas l'impression qu'il a fait le Covid, puisqu'il peut avoir fait une forme asymptomatique, vous devez penser à un PIMS, et un PIMS, ça peut décompenser très rapidement. Donc, vous devez l'hospitaliser sans attendre les résultats du bilan. Voilà, bon, vous avez vu les chiffres qu'a donné Robert Cohen, il a le chiffre juste avant moi, mais vous voyez quand même que les 6-10 ans font encore pas mal de PIMS. On a manifestement le pic du Delta, le dernier pic de PIMS, vous voyez, c'est toujours quelques semaines après l'infection qui est le petit trait rouge. Et vous avez vu sur les données qu'a Robert, mais je pense qu'il a des entrées plus rapides que moi sur Santé publique France, qui montraient que Omicron ne semble pas avoir donné de PIMS, on touche du bois. Bon, là, c'était des exemples. Voilà. Hop, off, toc. Voilà, donc conduite à tenir, c'est une fièvre élevée, plus mal tolérée, plus des signes digestifs. On pense au PIMS. Syndrome inflammatoire, on va avoir des BNP très élevés, donc il faut être pas trop loin de la réanimation. Un risque très élevé de choc qui va décompenser brutalement. On recherche absolument le SARS-CoV-2, soit bien sûr en sérologie. L'évolution de la myocardite après, et après une consultation avant de reprendre le sport, on le reverra parce que la question d'après, c'est la myocardite. Donc, ces traitements-là, vous les avez dans les recommandations de l'HAS avec questions sûres, avec les traitements du PIMS en lui-même et les traitements adjuvants. Ça, vous le retrouvez très facilement sur Internet, mais je vous dis, je vous donnerai le diaporama. Mais surtout, ce qui est très intéressant et très important, c'est qu'en ce moment, on commence à avoir des données à 6 mois et à 3 mois et à 6 mois d'IRM qui montrent qu'il n'y a absolument aucun signe de fibrose. C'est-à-dire qu'ils ont tous récupéré complètement. Donc, à part l'enfant qui est décédé en France, pour nous Français, qui avait 9 ans, qui avait eu énormément de polypathologie en plus, l'évolution, même si on passe en ECMO, hein, c'est-à-dire qu'ils passent quand même en réanimation, ils passent même quelquefois jusqu'à l'ECMO, ils vont tous bien, je touche du bois. Donc la deuxième question, c'était myocardite post-vaccinale ou post-Covid, que faire? Ça, c'était pas sympa comme question. Donc les questions que je vous pose, hein, quelles assertions sont vraies? La plupart sont survenues après la première dose. Robert Cohen vous l'a dit suffisamment, c'est vrai. La répartition entre les sexes, c'est égal, non, c'est plus les garçons. Les symptômes sont apparus en général 2 jours après. Hein. La douleur thoracique est constante, c'est le premier signe, c'est une douleur thoracique, ce n'est pas des signes d'insuffisance cardiaque, c'est 100% de la douleur thoracique. La fièvre, par contre, n'était pas constante. Donc voilà, là c'est les fausses que vous avez vues. Vous avez vu qu'en regardant les données américaines, on s'est aperçu que sur 7 millions d'injections, on n'avait quand même pas tant de myocardite que ça. C'est une myocardite pour 500 000 versus beaucoup plus de PIMS quand même. Donc on protège vraiment contre le PIMS. Les données israéliennes montraient aussi que c'était bien après la deuxième dose qu'il y avait le plus de... Attendez, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Voilà, après la deuxième dose qui avait le plus de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un TROD quand on vaccine l'enfant sur la première dose, et si le TROD est positif, on ne fera pas de deuxième dose. Donc vous voyez, les signes sont là, hein, douleur thoracique à 100%, les dyspnées un peu de signe d'insuffisance cardiaque bien sûr, des palpitations aussi, l'oppression thoracique un peu moins souvent, et la fièvre qu'une fois sur 2. Donc la paraclinique, les troponines sont très élevées, les pro-BNP sont très élevés. Donc le premier bilan qu'on fait aux urgences, c'est la CRP, mais vous savez, dans l'alerte qu'on avait lancée, c'était CRP plus aussi les troponines. L'échographie peut vous donner des signes, et c'est l'IRM qui va vous donner des choses très particulières, parce qu'on peut avoir la preuve que c'est vraiment qu'une forme œdémateuse et qu'il n'y a pas de fibrose grâce aux signes de l'IRM, et ça, c'est quelque chose d'important pour l'avenir.
Donc l'évolution de la pause vaccinale, vous voyez qu'il y en a quand même 20% qui sont passés en USI, c'est vrai, mais il y a eu très peu d'enfants qui ont eu droit à l'ECMO, aucun décès, avec une hospitalisation en moyenne en réanimation qui était que de 2 jours pour ceux qui allaient en réanimation. Il y en a même qui n'ont pas été hospitalisés, et quelquefois des troubles du rythme. Alors que le Covid aigu, vous voyez qu'on va beaucoup plus souvent en réanimation, et avec quand même un petit peu plus d'ECMO et quelques décès. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même en avoir plus peur du Covid que de la myocardite du vaccin, qui est exceptionnelle. Très important, après le PIMS ou après le Covid, c'est de faire un bilan médical avant la reprise de l'activité sportive. Les recommandations de la CDC, ce serait de faire un arrêt de 3 à 6 mois d'activité sportive, parce qu'il y a plus de morts subites en post-myocardite. Bon, c'est peut-être un peu exagéré au niveau de la durée, mais de toute façon, il ne faut pas les laisser partir sans leur dire que, 1, il faut les surveiller, 2, il faut faire attention au sport, et 3, peut-être refaire une IRM pour vérifier si tout va bien. Voilà. La troisième question qu'on m'a posée, c'était est-ce qu'il faut prendre la saturation en maternité et pourquoi? Les malformations cardiaques, c'est un quart des malformations, ça représente 8 pour 1000 naissances, et 2 pour 1000 vont engager le pronostic vital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une maternité qui fait 1000 accouchements, il y en aura 2 par an qui naîtront avec une cardiopathie grave engageant le pronostic vital. Alors, la plupart sont cyanogènes, les cardiopathies critiques sont cyanogènes. Alors, à votre avis, à quel chiffre on voit une cyanose chez un enfant qui a une hémoglobine à 17,5, comme la plupart des nouveau-nés? Alors, c'est 95, c'est 90, c'est en dessous de 85, en dessous de 80. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est en dessous de 85%. C'est-à-dire qu'une transpose, ça peut très bien être à 88, 89, 90% et rester à 90% tant que le foramen ovale reste un petit peu perméable et puis progressivement va se fermer. Donc, on peut passer à côté d'une transpo. Ça, il n'y a vraiment pas de problème si on ne fait pas la SAT systématiquement en sortie de maternité ou à d'autres moments. Et si en plus l'enfant avec une anémie, alors là, vous voyez, c'est encore pire parce qu'il faut être en dessous de 75% pour le voir cliniquement. Donc c'est pour ça que la saturation a une importance en maternité. La problématique, c'est quoi? C'est que 25 à 30% des enfants avec une cardiopathie congénitale critique sortent de l'hôpital sans diagnostic. Bien sûr, quand est-ce qu'on fait le diagnostic? On le fait le diagnostic anténatal, c'est à peu près 1 fois sur 2. Et en postnatal, vous voyez, on en loupe quelques-unes, et 5% vont mourir sans diagnostic. Et ça, c'est des chiffres qui semblent un peu mondiaux. On n'a pas vraiment de chiffres très précis en France. On est persuadé qu'on est bien meilleur en diagnostic anténatal, bien sûr. On est persuadé qu'on est bien meilleur en clinique. Je n'en suis pas du tout sûr. Et l'étude Oxynate, qui n'est toujours pas sortie, devrait nous donner des résultats et des indications. Donc, je vous dis, le diagnostic anténatal, c'est 1 fois sur 2. Le diagnostic néonatal, quand c'est un tableau de choc et qui ne vont pas bien du tout, ça, c'est fastoche. Mais par contre, quand c'est une transpo qui se promène à 88%, qu'on ne le voit pas, ça, si on n'a pas fait la SAT, eh bien, on va passer à côté. Et il y a d'autres cardiopathies aussi qui vont être masquées par les résistances pulmonaires élevées ou par la persistance du canal artériel. Donc, dépistage néonatal en pratique, qu'est-ce qu'on a? La cyanose, vous avez vu la clinique, c'est pas fiable. La palpation des pouls, ça va dépendre un petit peu de la persistance du canal, et la rentabilité du souffle, qui est très faible, parce qu'il y a quand même beaucoup de cardiopathies critiques qui ne soufflent pas. Par exemple, la transpose ne souffle pas. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est la performance clinique du diagnostic de cyanose, avec un seuil moyen de détection clinique qui est à 70%. Donc vous voyez, on peut vraiment se méfier de nos yeux et pas y croire, alors qu'on a un appareil tout simple qui vous permet de repérer si on a une cyanose ou pas. L'oxymétrie, elle est présente dans la majorité de ces cardiopathies critiques. Elle est plus souvent non détectable, je viens de le dire, je me répète. Elle peut donc identifier ces enfants-là avant même qu'ils défaillent. Alors, plus on va le faire tôt, mieux ça sera. Donc, il y a une littérature très abondante, qui était très abondante au moment où on avait refait les recommandations HAS en France. Malheureusement, on n'a pas retenu le diagnostic par la saturation, et maintenant, on essaye de rattraper notre retard. Le matériel, il faut faire attention, il faut des appareils à saturation particulière, parce que les oxymètres conventionnels vont surestimer la SpO2 chez un enfant qui va être cyanosé, voire sous-estimer la cyanose chez le nouveau-né normal. Et en plus, les nouveaux appareils sont beaucoup plus performants dans le mouvement et dans le bas débit. Donc il y a 2 constructeurs qui font ces appareils, il y en a peut-être plus, ça n'arrive pas à suivre. Nous, on a un Massimo qui marche très très bien et qui est très rapide, dont on est très content. Voilà, donc c'est le dépistage de la saturation, il faut le faire à partir de 24 heures, le plus tôt possible. Nous, on le fait entre 6 et 24 heures, parce que c'est quelque chose qui nous va bien dans notre maternité, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs équipes.
On fait une saturation au membre supérieur droit. Je vous rappelle que le membre supérieur droit, c'est la sortie du poumon. C'est-à-dire c'est tout de suite là, sortie du poumon, oreille gauche, ventricule gauche, on arrive dans l'aorte, hop, membre supérieur droit, c'est le premier qui arrive. Donc on n'est pas pollué par le canal artériel qui quelquefois peut chanter dans les deux sens et envoyer du sang bleu. Donc c'est le membre supérieur droit et c'est le membre inférieur, n'importe lequel bien sûr, mais un seul, c'est pas la peine d'en faire deux, où là on va rechercher, parce que vous voyez que le canal artériel peut se mettre à chanter pour compenser, par exemple le schéma du bas, c'est une sténose aortique, ça passe très peu par l'aorte, donc l'aorte ascendante est vascularisée par le canal artériel tant qu'il est encore ouvert, et ce canal artériel, lui, par contre, c'est le reflet du sang bleu, puisque c'est avant d'aller dans le poumon, il envoie son sang, donc il va polluer, donc la saturation sera plus basse. Donc vous aurez un gradient entre le membre supérieur et le membre inférieur qui va vous alerter sur une possibilité de cardiopathie. Alors vous voyez, c'est quand même assez ancien, puisque le Lancet, quand ils avaient fait un numéro complet, enfin pas complet, mais un gros dossier dessus, ils avaient dit que c'était un virage, un nouveau tournant dans la cardiologie pédiatrique. Malheureusement, on est en 2022 et en France, on n'a toujours pas toutes les maternités qui le font, ce qui, à mon avis, est bien dommage, parce que c'est quand même beaucoup plus fréquent que l'ictère nucléaire. Donc voilà l'organigramme. Hein. On fait pré- et post-ductal au moment que vous avez décidé. Nous, c'est 6-24, mais là, c'est marqué après 24 heures. S'il est bon, enfin s'il est franchement bas, hein, si franchement on est en dessous de 90%, à ce moment-là, tout de suite on pense à la transpose, bien sûr s'il n'y a pas de signe pulmonaire et tout, et donc on demande une évaluation pédiatrique, puisque bien sûr c'est pas le pédiatre qui va faire cet examen. S'il est entre 90 et 95 et qu'il n'y a pas de gradient, on refait d'une heure après, et une heure après, si les chiffres sont là, soit un gradient entre le haut et le bas, soit en dessous de 90, bien sûr là, on redemande une évaluation pédiatrique. En fait, on a très peu de faux positifs. Nous, on a eu la chance dans la maternité de pouvoir le mettre en place très facilement parce qu'on a une puéricultrice qui a eu un enfant qui est né avec une transposition des gros vaisseaux où tout le monde était passé à côté. Donc, vous comprenez bien que c'est très facile à instaurer parce que c'est pas si long que ça à faire et ça marche très bien. On m'a demandé de parler de la prophylaxie de l'endocardite chez les enfants porteurs de cardiopathie. On m'avait mis un sacré challenge quand même. En temps, je parle. Donc, quelles assertions sont vraies ? Une fièvre chez un enfant qui a une cardiopathie, est-ce qu'il faut toujours le mettre sous antibiotiques? Une otite moyenne aiguë chez un enfant qui a une cardiopathie, est-ce qu'il faut le mettre sous antibiotiques? Alors, les soins dentaires, à chaque fois qu'on va faire des soins dentaires chez un enfant qui a une cardiopathie, est-ce qu'il faut faire des antibiotiques, une antibioprophylaxie? Les boucles d'oreilles, est-ce qu'elles sont contre-indiquées chez un enfant qui a une cardiopathie, à risque d'endocardite bien sûr? Est-ce que le piercing est contre-indiqué? Alors les réponses, c'est tout bête, hein. Fièvre plus cardiopathie, non. Hein, la rhino, les infections virales, les microbes des infections fréquentes de l'enfant ne sont pas les microbes de l'endocardite. Par contre, une otite moyenne aiguë chez un enfant qui a une cardiopathie, il n'y a pas de raison qu'il, lui, n'ait pas d'antibiotiques. Hein. Vous voyez, on doit le traiter de la même façon. Mais une plaie infectée, par exemple, ça va être traité. Une dent, un phlegmon dentaire avec plein de pus, ça doit être traité par antibiotiques. Ce n'est pas parce qu'il y a une cardiopathie, c'est qu'il faut les traiter tous. Par contre, on ne fait plus, depuis les récentes recommandations, on ne fait plus d'antibiothérapie prophylaxie systématique à tous les enfants qui ont une cardiopathie, même à risque d'endocardite, simplement à ceux qui ont un risque sévère. Je vous montrerai lesquels après. La boucle d'oreille, c'est une agression cutanée, c'est vrai, mais c'est dans un endroit qui est faiblement vascularisé, donc on peut se permettre, à condition qu'elle ne soigne pas, de laisser des boucles d'oreille. Mais par contre, il est hors de question de laisser des piercings ici, parce que là, vous avez une porte d'entrée cutanée, et les microbes cutanés font partie du casting des microbes qui font des endocardites. Donc c'est une pathologie quand même rare, avouez-le, mais c'est quand même dommage de se retrouver avec une cardiopathie simple comme une petite CIV et puis se retrouver avec une chirurgie et puis des complications. Au Maroc, on n'a pas de chiffres parce qu'il n'y a pas de registre, mais par contre, j'ai trouvé une étude qui montrait que vous avez la moyenne d'âge est un petit peu plus jeune, c'est-à-dire que nous, on a vieilli dans la moyenne d'âge d'endocardite parce qu'on a maintenant des personnes âgées, des grabataires, on a aussi beaucoup de toxicomanes et beaucoup aussi d'appareils, de cathés intracaves, alors que vous restez avec la même moyenne parce que vous avez une particularité qui va s'améliorer parce que vous faites énormément d'efforts, c'est le rhumatisme articulaire aigu, donc les séquelles que l'on a actuellement, donc toutes les valvulopathies qui sont plus importantes. Donc le casting, c'est pas compliqué, hein, c'est les acteurs, c'est la fibrine et les plaquettes qui viennent réparer les lésions faites par les lésions de G ou autres au niveau de l'intérieur du cœur. Ces plaquettes, elles ont sur leur dos des petits récepteurs qui sont bien connus du streptocoque aureus, du streptocoque et de l'entérocoque, hein, les streptocoques bovis et autres, hein, c'est une particularité de streptocoque. Donc qui, eux, vont s'accrocher. Comme ils s'accrochent, ils vont faire un amas. Et après, ils vont faire une sorte de bourgeon, et après, ils vont balancer des microbes, des bactériémies régulièrement qui peuvent aller faire des anévrismes, des emboles cérébraux. Donc c'est vraiment une sacrée cochonnerie.
Donc la prévention de l'endocardite, ça ne se résume pas aux antibiotiques, c'est les mesures d'hygiène qui sont importantes. Hein, vous voyez, si on fait... ça, c'est des bactériémies. Tous les jours, quand vous mangez avec une carie ou vous mangez avec une lésion gingivale, vous avez une bactériémie qui se fait. Et ce microbe, qui fait partie de la flore de la bouche, hein, c'est normal d'avoir du Streptococcus bovis dans la bouche, passe dans le sang tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, c'est sûr, si on fait un soin dentaire, on va faire une grande poussée de bactériémie, mais c'est très transitoire. Mais par contre, tous les jours, on a une bactériémie qui passe. Donc, l'antibioprophylaxie va empêcher ça, mais ne va pas empêcher le reste de ça. Et après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi les anaphylaxies et les chocs anaphylactiques à l'amoxicilline, plus les inconvénients de détruire un petit peu la flore et de modifier la flore et d'entraîner des résistances, ce qui fait que cette antibioprophylaxie, non seulement elle n'était pas bien appliquée, mais en plus elle avait peut-être plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc on a réservé cette antibiothérapie à certaines cardiopathies bien précises, valves cardiaques prothétiques, des antécédents d'endocardite, pour ce qui nous les cardiopathies rhumatismales, pour ce qui vous concerne, les cardiopathies cyanogènes congénitales non réparées, les cardiopathies congénitales réparées avec un matériel pendant les 6 mois qui suivent l'intervention. Matériel, ça peut être un simple patch sur une CIV. Les cardiopathies congénitales réparées pendant des anomalies résiduelles du foyer. Et les greffes cardiaques, bien sûr, bon, ça c'est beaucoup plus exceptionnel. Sinon, c'est brossage des dents, c'est bon état dentaire. Et Dieu sait que moi qui travaillais un petit peu avec du côté de Skoura et dans l'Atlas, c'est pas facile d'avoir des dents en bon état. Hein. Un apport fluoré selon l'âge, une surveillance régulière chez le dentiste, le problème il était identique, hein. Donc, parce que le mauvais état dentaire est vraiment le lit de l'endocardite chez ces enfants-là qui ont une cardiopathie. Bien sûr, pas manipuler les furoncles, les lésions cutanées infectées, ça veut dire qu'il faut vraiment bien traiter l'acné, alors pas de tatouage, pas de piercing, les boucles d'oreilles, j'en ai parlé, il n'y a pas de souci. Et faire attention à l'acné. Voilà, alors en cas de fièvre, vous avez, comme toujours, et je remets un PAPA de la Société française de pédiatrie, qui est très très bien fait, c'est fièvre chez un cardiaque et expliquant. Là, vous l'aurez donc dans le truc. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps et que vous vouliez aussi ce topo-là, donc je ne vais pas le supprimer, on va le faire. Pareil, à la même vitesse, mais c'est du sport, c'est bien. 1000 cas de mort subite par an, plus 1500 cas d'accidents cardiaques non mortels mais récupérés ou autres. 85 à 90% du foie, c'est des cardiovasculaires. 33%, ça survient avant l'âge de 16 ans. Et je peux vous dire qu'un enfant dans une classe qui meurt sur le terrain de sport, c'est lourd. Donc il faut essayer de pouvoir prévenir et détecter. Alors de quoi il meurt? Alors CMH, c'est la cardiomyopathie obstructive. Commotion cordis, c'est la rupture du cœur. Anomalie des coronaires, coronaropathie, la dysplasie arythmogène du ventricule droit, la rupture de l'aorte et quelques myocardites virales. Là, vous avez 2 pays, l'Italie, l'USA. Et vous voyez, c'est bizarre. Il y a très très peu de cardiomyopathie qui meurent en Italie. Pourquoi? C'est une particularité épidémiologique, une caractéristique ethnique de la population, une pratique sportive différente. C'est sûr que le commotion cordis aussi, il y en a beaucoup plus aux États-Unis, mais ils ont le football américain et ils ont les impacts du baseball aussi, qui peut, avec un truc qui arrive directement dans la poitrine, faire une rupture aortique, ou des pratiques médicales différentes. Alors là, je vous ai... Aux USA, l'examen avant de faire du sport, avant d'avoir une licence, c'est un questionnaire, c'est ce qu'on a aussi maintenant en France, et simplement s'il y a une anomalie, un examen médical. En Italie, depuis maintenant plus de 25 ans, c'est un examen médical, un interrogatoire, un examen médical, un ECG, tous les 3 ans, à partir de l'âge de 12 ans. Et c'est grâce à ça que vous avez les différences que vous aviez, parce que vous avez vu, je vous ai montré des pourcentages. Mais si je vous avais montré des valeurs absolues, les valeurs absolues de la mort subite, c'est 6 fois moins en Italie qu'aux États-Unis en population. Là, vous aviez juste les pourcentages. Bien sûr, comme la myocardiopathie hypertrophique du ventricule gauche, on la diagnostique avec l'électrocardiogramme, et bien automatiquement, on prend les mesures nécessaires par rapport au sport pour cette pathologie qui est la plus fréquente. Alors, on a de la chance, c'est que les appareils électro, je vous disais ce matin, j'ai l'impression que c'était hier, que c'est beaucoup moins gros qu'avant, donc vous pouvez en avoir en cabinet. Et vous voyez, toutes ces cardiopathies, on peut le retrouver. Et la 95% des anomalies se situent au niveau de la repolarisation. Donc il faut savoir interpréter les ondes T et interpréter l'espace QT. Et ce qu'on vous demande toujours, c'est d'avoir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Donc bien sûr, les anomalies coronaires, vous ne les trouverez pas. Les cardiomyopathies, bien sûr, vous allez les trouver. Les anomalies valvulaires, le Marfan, vous n'allez pas le trouver, bien sûr, mais là, vous avez d'autres façons de le trouver. Et toutes les canalopathies, c'est le QT long, c'est le Brugada, tout ça, vous allez le trouver avec l'électrocardiogramme, comme les anomalies de conduction.
L'interprétation d'un ECG de sportif, ça peut être en effet un petit peu délicat, mais la seule question, c'est est-ce que c'est normal ou pas. Un sous-dégagage de ST, et surtout une T négative en dehors de AV3, D3 et V1, c'est toujours pathologique. Et une seule extrasystole ventriculaire, supraventriculaire, pardon, ça peut être pas inquiétant, c'est pas grave, mais si vous en avez plus d'une, de toute façon, vous allez demander l'avis cardiologique. Donc la cardiomyopathie hypertrophique, c'est ça, hein, c'est tellement gros qu'en fait, c'est une maladie génétique qui est très fréquente. Hein, je crois que c'est 1 sur 250 ou 1 sur 300. Hein, vous avez, bon là, vous ne voyez même pas tout parce qu'il y en a un peu de caché. Vous voyez, c'est ça. Mais ce n'est pas l'obstruction qui est responsable, mais c'est qu'en fait, ce tas de muscles désorganise complètement l'électricité et en fait entraîne des troubles du rythme ventriculaire à l'effort. Hein. Donc l'examen est négatif dans 98% des cas des myocardiopathie hypertrophiques. Le CG, l'écho. Hein. Alors bien sûr, on peut faire la différence avec un cœur d'athlète, c'est pas facile, donc quelquefois on se sert de l'IRM, mais quelquefois aussi on passe à côté, mais ça de toute façon, on n'est pas des dieux. La dysplasie arythmogène du ventricule droit, vous voyez, c'est une infiltration lipidique du myocarde. C'est très progressif, c'est pareil, comme la myocardiopathie hypertrophique, ça arrive progressivement. C'est pour ça que dans les recommandations de CG que je vais vous donner après, c'est à partir de l'âge de 12 ans, parce qu'avant l'âge de 12 ans, l'électrocardiogramme est très particulier et ces pathologies-là sont quand même assez rares. Mais par contre, après l'âge de 12 ans, mais il faut le faire 12, 15, 18, régulièrement, le refaire pour voir justement apparaître ou non ce type d'anomalie. Le QT congénital, on en a parlé. Le Brugada, qui était quelque chose qui a été découvert depuis en 92, donc c'est pas si vieux que ça, c'est l'âge de ma fille. Et en fait, on est très embêté avec ce diagnostic-là parce qu'au début, on sait que ça donne beaucoup de morts subites, mais beaucoup de morts subites d'abord dans le sommeil. Et en plus, il y a aussi beaucoup de Brugada maintenant qu'on démontre qui ne font absolument aucun problème. Donc poser le diagnostic de Brugada pour un sportif, ça devient très compliqué. Les anomalies des coronaires, vous ne le verrez jamais sur un électrocardiogramme, vous ne le verrez pas sur une échographie, vous ne le verrez que sur le coronaroscan, donc vous n'allez pas faire un coronaroscan à tout le monde. Mais par contre, ce que je vous marque là, c'est que c'est inaugural dans 55% des cas, pof, malaise, boum, boum, mort. Mais par contre, ça veut dire que dans 45% des cas, il s'était passé quelque chose avant. Donc, toujours et encore, l'interrogatoire, dans la série que je vous montre là, il y a eu 4 syncopes 3 à 24 mois avant la mort subite, et 5 douleurs thoraciques moins de 24 mois avant, à l'effort, toutes les deux, avant la mort subite. Donc vous voyez que l'interrogatoire précis, régulier, ça permet de se poser des questions. Et nous, dans ces cas-là, quand c'est à l'effort, de toute façon, on va aller jusqu'au coronaroscan ou autre moyen pour aller rechercher notre truc. Alors ce que disent les sociétés savantes, et pas du tout le gouvernement chez nous, parce que le gouvernement, il dit tout à fait le contraire, puisque maintenant, il dit que tous les enfants peuvent faire du sport sans aucun problème, sans certificat médical, du coup, sans examen, et du coup, pour faire l'IMC, on ne les verra plus, donc il n'y aura pas de problème. Donc c'est l'Italie depuis 25 ans. Depuis 2005, Société européenne. 2009, Société française de cardiologie. Société française de cardiologie, de médecine du sport avec François Carré, pas se tromper. La visite, c'est un auto-interrogatoire que moi je fais signer aux sportifs et à la famille, parce que comme ça donne un côté beaucoup plus officiel à l'examen que je fais pour bien leur expliquer. Il y a tous les antécédents qu'on recherche. Un examen médical, bien sûr, le CG, donc tous les 3 ans à partir de 12 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans. À 35 ans, on passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on commence à voir arriver les problèmes de vieillissement et de coronaire. Ça, c'est de la prévention primaire. Bien sûr, il y a la prévention secondaire. Vous voyez, il y a Patrick Ekang qui est décédé sur le terrain de football, et comme vous voyez bien les gens, tout le monde l'a regardé, tout le monde l'a mis en PLS, alors qu'il était en arrêt cardiaque, et on n'a bien sûr pas récupéré. Alors que David Ginola, et plus récemment pendant l'Euro, Eriksen a fait donc sa mort subite en plein match de foot. Et en fait, il a donc été massé, défibrillé. Et là, il a son défibrillateur implanté et il va bien. Donc vous voyez, ça ne suffit pas à la prévention primaire, il y a aussi la prévention secondaire. Et en conclusion, la clinique seule, vous allez retrouver que 6% des cardiopathies. Ce n'est pas la peine de faire tout un topo pour se tromper. Et la clinique avec l'électrocardiogramme, vous allez arriver à 60% des cardiopathies. Il en reste 40%, d'accord, mais c'est déjà pas mal. Merci. Je pense qu'on était dans les temps. Si vous avez des questions.